Bonsoir à toutes et à tous. Merci de préférer Authentique TV et tous ces réseaux partenaires. Merci une fois encore d'être là. Nous sommes jeudi et nous voici sur l'autoroute du succès. Et quand on emprunte l'autoroute du succès, c'est à coup sûr que nous sommes des gagnants. Alors, chers invités, avant tout propos, nous allons d'abord dérouler le tapis rouge à nos invités plateau. Et ceci, bien sûr, par un tonnerre d'applaudissements pour les accueillir sur le plateau. J'estime que c'est vraiment maigre cet applaudissement-là parce que nous avons que des élites avec nous. Je vous en prie, on les accueille très bien, s'il vous plaît. L'émission Autoroute du succès, c'est le coaching de l'entreprise. C'est le jeudi de l'entreprise et de l'entrepreneur. Sur cette émission, on dit tout, on dévoile tout et c'est sans tabou. Alors, monsieur le PDG, déjà aujourd'hui, vous avez beaucoup d'expérience déjà dans le monde entrepreneurial. Et au tout début de votre carrière, comme si je peux m'exprimer ici, comment est-ce que ça a démarré à Gétup? Est-ce que comment est-ce que le nom a été initié? Comment est-ce que vous avez démarré? Quel a été le capital du début? Alors, dites-nous tout, monsieur Adekana. Merci Yves. Merci de me recevoir sur votre plateau. Je pense que c'est la première fois que je le fais. Et merci de reconnaître l'agence d'exécution des travaux d'intérêt public au Bénin comme une agence qui a réussi. Donc, puisque, comme vous l'avez dit, nous venons de fêter nos 30 ans d'existence. Et d'ailleurs, à l'occasion de ces 30 ans, nous avons édité un livre qu'on a appelé le livre blanc. Le livre blanc De la maîtrise d'ouvrage déléguée au Bénin. Et cela parce que la maîtrise d'ouvrage déléguée, c'est un métier nouveau. Et nous avons le devoir de mettre dans un livre notre expérience en matière de gestion des projets. Donc l'expérience qui va servir à tous les jeunes, à tous les étudiants qui veulent vraiment progresser dans le domaine non seulement des BTP, mais simplement dans le domaine de la gestion des projets. Donc, cette agence a été créée en 1992 et en fait avait un statut juridique d'association loi 1901. Et au début, on l'appelait Agence de gestion de la dimension sociale du développement, AGDSD, qui était l'agence d'exécution d'un programme qu'on appelle la dimension sociale du développement, qui vous souviennent qu'en 90, c'est pas une télé, bien sûr. En 90, au lendemain de la conférence nationale, et l'État du pays était dans un délabrement très avancé. Et les écoles, les centres de santé, les poussoirs, et tout était délabré. Et il fallait très tôt, avec l'arrivée des nouveaux dirigeants, et je vous rappelle qu'à ce moment-là, il y a eu une transition présidée par le général Mathieu Kérékou. Ensuite, le président Sogo a pris le pouvoir. Et sous lui, il y a eu des agences qui ont été créées. D'une part, l'agence d'exécution des travaux urbains, qui a été créée 2 ans plus tôt que nous, à Gétup, qui était chargée des programmes urbains, c'est-à-dire pavage, assainissement et autres. Et l'agence de gestion de la dimension sociale du développement, qui était chargée surtout de travailler dans la réhabilitation des infrastructures rurales, des pistes, des centres de santé, des écoles et tout ce qui devait permettre
à tout le Bénin de remettre un peu de ce sang, comme on le dit. Donc c'est ainsi que, après un test organisé par le ministère du Plan d'Alors, j'ai été identifié comme directeur technique de l'AGDSD, Agence de gestion de la dimension sociale du développement. Il faut noter que cette agence a été soutenue au début, non seulement par le gouvernement, mais par le PNUD, le programme des Nations Unies, qui a dépêché un conseiller spécial pour pouvoir soutenir l'agence de sa création. On était 4 personnes à ouvrir cette agence. Donc c'est ainsi que on a commencé la gestion des projets. Et tout à l'heure, on va vous dire un peu le cheminement parce que c'est pas facile de commencer par de petits projets et qui étaient financés par la Banque mondiale en temps. Donc quand vous avez voulu qu'on dise la progression, on évoluait comme ça jusqu'en 2001. En 2001, l'État béninois a pris une loi sur la maîtrise d'ouvrage public, puisque les sous qu'on a commencé à gérer étaient de plus en plus importants. L'État a estimé qu'on ne peut pas être une association loi 1901 et continuer de gérer les sous pareils. Donc il y a ce qu'on appelle la loi MOP, la loi sur la maîtrise d'ouvrage public, qui a été votée en 2001 par notre Parlement et qui a obligé les agences qui existaient en ce moment à transformer leur statut juridique de l'association loi 1901 en société anonyme. C'est ainsi que progressivement, en 2002, on s'est transformé en AGETIP, puisque on ne voulait plus garder le nom AGDSD, qui rappelle en fait, disons, l'association loi 1901. Donc on s'est transformé en AGETIP avec un capital social initial de 100 millions de francs CFA. Le montant déjà comme capital initial. Voilà, comme capital initial. D'autant plus qu'on a fait le point des avoirs de l'AGDSD qui vient dans le capital social à hauteur de 50%. On a fait appel à des capitaux étrangers, privés, plutôt en fait à des sociétés privées. Bien sûr, plus tard, on a augmenté successivement le capital social jusqu'à atteindre aujourd'hui un capital social de 700 millions de francs CFA. 700 millions de francs CFA. Wow. Pour essayer de minimiser l'importance de l'État. Donc, pour que ça devienne une société vraiment privée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'État n'a que 3% de notre capital social et toutes les communes du Bénin sont actionnaires de l'AGETIP Bénin. Mais les capitaux sont essentiellement privés et il y a certaines banques de la place qui sont actionnaires et des privés. Le personnel est actionnaire. Je voudrais que vous notiez cet acte important parce qu'une fois que le personnel est actionnaire d'une société, elle fait tout pour que la société ait du succès. Et nous allons revenir peut-être sur ça. Merci beaucoup. Alors, ce qui nous intéresse sur l'autoroute du Sucer, il y a beaucoup de millions évoqués tout à l'heure. Le tout début, comment est-ce que ça a été agencé? Est-ce que peut-être c'était pas économie ou bien les parents avaient un peu de moyens pour vous aider à l'époque? Comment est-ce que vous avez commencé? On peut avoir le tout début. Comment est-ce qu'on a commencé? Nous avons été soutenus par le PNUD. Déjà au tout début. Au tout début, on a été soutenus par le PNUD. C'est après qu'on a commencé à faire des prestations qui nous sont payées par des honoraires. Mais au début, il y a toujours un accompagnement de l'État. Mais ce que je voulais dire ici aux jeunes, c'est qu'il y a un enseignement fondamental qu'il faut tirer
de la gestion des entreprises dès le début. Dès le début, on a eu ce qu'on appelle les outils de gestion. Les outils de gestion. Les outils de gestion. Qu'est-ce que j'appelle les outils de gestion? C'est que les manuels de procédure, c'est-à-dire que quelle que soit l'entreprise que vous ouvrez, il faut que vous puissiez mettre en place ces outils de gestion, dont le manuel de procédure. On a mis en place un manuel de procédure technique et un manuel de procédure administrative, financière et comptable. Le manuel de procédure, c'est le guide qui permet à tous ceux qui arrivent nouvellement dans l'entreprise de savoir comment on fait quoi. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, bien sûr. Par exemple, c'est le canevas qui est tracé. C'est le canevas qui est tracé et c'est des différentes étapes à franchir pour pouvoir atteindre un objectif donné. Donc, par exemple, lorsque vous voulez vendre, je prends un exemple que vous êtes associé, vous voulez vendre une moto par exemple, vous êtes un magasin de vente de moto ou bien d'équipement. Il faut que les différentes étapes qui permettent de vendre ça, vous puissiez le mettre sur papier. Il ne faut pas que ce soit le dirigeant seul qui connaisse ça. Par exemple, on dit, bon, le commercial va prospecter, une fois qu'il va prospecter, quelqu'un veut acheter l'équipement, il faut qu'il informe le patron. Le patron peut-être va prendre contact avec lui et on va commencer le processus de la proforma. La proforma ensuite le bon de commande, en tout cas, l'objectif du manuel de procédure, c'est de dire comment les choses doivent se faire. Dans notre cas, précisément, c'est comment on fait pour lancer les appels d'offres. C'est-à-dire tous les processus d'études. Parce que si vous voulez, disons, construire une maison, il n'y a pas le jour où vous avez décidé de le faire que vous commencez la construction. Donc il y a plusieurs étapes. C'est comme si vous voulez voyager, il y a les procédures à franchir avant de voyager. Exactement. Vous ne dites pas, je veux voyager, je vais à l'aéroport, il faut préparer le visa, il faut préparer l'hôtel où tu dois être logé, quand tu vas arriver là-bas. Il faut réserver, il faut faire beaucoup de choses. Donc, c'est exactement cela. Il faut d'abord avoir un manuel de procédure. La seconde étape qui est très importante au niveau de l'entreprise naissante, c'est d'avoir un plan de classement. Un plan de classement. Un plan de classement. Oui, un plan de classement, je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est. Le plan de classement, c'est un plan d'archivage personnel de tout ce qui a été fait. Et ça, même individuellement, si dans votre famille, il faut avoir un plan de classement. C'est-à-dire créer des dossiers individuels. Et pour vous, et pour chacun de vos enfants, et pour votre épouse. Et ces dossiers qui doivent contenir un certain nombre de documents relatifs à chaque membre de la famille. Par exemple, vous avez un enfant, il faut qu'il ait son acte de naissance. Voilà, il faut qu'il ait ce bulletin dedans, il faut que toute sa vie est dedans. Ce qui fait que si vous avez ce plan de classement, ça vous permet de gagner énormément de temps. Ceux qui ne sont pas organisés, lorsque on leur demande une pièce à la mairie, parfois ils font toute la maison avant de retrouver ce qu'ils cherchent. Donc, au niveau de l'entreprise, c'est la même chose au niveau de l'entreprise. Il faut, le classement se fait, ça peut se faire par genre, ça peut se faire par projet, ça peut se faire par etc. Donc, dès que vous créez votre entreprise, il faut qu'il y ait, par exemple, le dossier du personnel qui doit, être constitué par des numéros affectés à chaque individu. Un peu comme des
m'accepter. Voilà, donc on dit, par exemple, monsieur Yves, vous êtes le numéro 1, le PDG ou le DG numéro 1, et celui qui vient après, ainsi de suite. Ce qui fait que même ceux-là qui viennent et qui sortent, il faut toujours actualiser le plan de classement. Ils ont été renvoyés ce jour pour cause de vol, ou bien a été fait quelque chose qui cause, donc, ou bien décédé le. Donc vous devez avoir ce plan de classement qui fait l'archivage de votre personne. Vous avez un client X qui achète un jour un meuble, vous devez avoir son dossier. Et quand il va acheter un autre, vous regardez ce qu'il avait acheté. Et comment faire, peut-être vous avez fait un prix spécial. Donc vous aurez l'historique de chaque chose. Chaque client. Voilà, ce qui vous permet de suivre le client. Et ça, vous y gagnez énormément. Parce que le fait que le monsieur vienne et que vous lui rappeliez simplement que chaque client a une atmosphère de confiance en vous. Même dans les hôtels, les clients qui sont sérieux et que vous avez, il faut nécessairement avoir leur historique. Donc, à part ce plan de classement, il y a ce que nous appelons le règlement intérieur. Il faut faire un règlement intérieur pour chaque entreprise. L'entreprise n'est pas de la pagaille. Vous devez mettre l'heure d'arrivée, l'heure de sortie et la tenue vestimentaire que vous devez porter. Vous ne devez pas venir débrailler. Ensuite, les cas de renvoi, d'avertissement, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses qu'il va falloir faire à travers ce règlement intérieur. Donc c'est ce que moi j'appelle des outils de gestion. Parce que ce qui nous différencie des entreprises étrangères, on pense qu'ils travaillent plus. Mais non, on a les mêmes têtes. Ce qui nous différencie, c'est la méthode. Et cette méthode, oui, cette méthode, c'est-à-dire l'organisation préliminaire de l'entreprise. Et il n'est jamais tard pour pouvoir s'organiser. Et pour finir sur ce point-là, il faut avoir un bon archivage. C'est comme si vous avez dit, c'est-à-dire votre dossier, vous finissez avec le dossier, il faut aller classer ça dans les archives. Et avoir un plan d'archivage et avoir quelqu'un qui s'en occupe en permanence. Et pour les petites entreprises, est-ce qu'on a les moyens maintenant pour avoir quelqu'un qui s'occupe uniquement des archives? Non, la secrétaire peut s'en occuper cumulativement avec sa fonction. Pourvu qu'elle en ait la formation. Parce que là, il ne faut pas qu'elle se trompe. Il faut absolument que lorsque vous finissez un dossier, qu'elle puisse classer le document dans le dossier approprié. C'est parce que là, il y a un risque. Si par exemple, on dit, est-ce que vous avez déjà payé, ou bien telle personne, est-ce que vous avez payé? Et on voit les factures et tout ça, les chèques, les copies des chèques, on va dans un dossier, on voit qu'il n'a pas payé. Si vous le relancez, ça veut dire que vous n'avez pas vos archives à jour. Et le fait d'avoir un archivage, ça vous évite beaucoup de déboires juridiques. Ça vous aide beaucoup juridiquement. Parce que devant la justice, c'est les écrits qui parlent. Les preuves que vous devez montrer que telle personne, vous l'avez relancé, par exemple, quelqu'un qui vous doit. Si vous ne l'avez pas relancé plusieurs fois et qu'il n'a pas fait chose, devant la justice, vous devez présenter les preuves que vous avez tenté quand même de le relancer et tout ça. Et puis après, vous l'avez recommandé à la justice. S'il dit que vous n'avez pas reçu, vous nous sortez les preuves qu'il a déchargé, les courriers, les lettres et tout ça.
Moi, je connais des entreprises qui ont perdu des dizaines de millions, même des milliards, parce qu'ils n'ont pas pu bien terminer leur archivage. Et comme il y a beaucoup de jeunes ici, je vais dire que cet archivage qui se transforme va tenir doublement. C'est-à-dire au niveau des supports physiques et sur votre ordinateur. Support numérique également. Support numérique. Vous devez avoir votre répertoire, le répertoire du personnel, tout ce que vous avez mis en papier, là, vous scannez et vous mettez ça sur l'ordinateur de manière à pouvoir non seulement archiver ça dans votre bureau, mais sauvegarder sur des supports que vous devez amener à la maison. Parce qu'il peut arriver des choses au niveau du bureau, que des virus peuvent attaquer votre ordinateur, ou bien il peut y avoir un incendie. Il ne faut pas que, s'il y a un incendie, vous perdiez toutes vos données. En perdant toutes vos données, vous perdez pratiquement la vie. Imaginez-vous quand vous perdez votre portable, vous êtes paniqué, c'est comme si vous êtes, si vous n'avez pas pu le sauvegarder ça sur Google, ou bien sur le cloud, vous êtes perdu, vous n'avez plus vos contacts, vous n'avez plus rien. Or, je profite pour dire, votre richesse, c'est les adresses que vous avez. Votre richesse, c'est votre base de données. Votre base de données. Et c'est la richesse première. La richesse première de toute entreprise. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le monde moderne, les données sont très importantes. Il y a une polémique aujourd'hui sur la NIP. Bon, la polémique, ce n'est pas tellement parce que c'est un étranger, c'est parce que c'est les données personnelles de 12 millions de Béninois que les gens se disent, mais ce n'est pas possible. Parce que vous avez la dernière actualité, c'est TikTok. Vous connaissez TikTok qui a été interdit aujourd'hui aux États-Unis et dans certains pays. Parce que TikTok récolte vos données et puis il les diffuse, les vend. Une entreprise qui a beaucoup de données à sa disposition, il peut faire la publicité au niveau de beaucoup de personnes. Ça lui facilite la vie. Donc en fait, moi je dis toujours, au niveau du secrétariat, au niveau des dirigeants, il faut tout faire pour que vous connaissez quelqu'un aujourd'hui, faites tout pour avoir son numéro de téléphone. Faites tout pour avoir, vous pourrez avoir besoin de lui un jour. Quelqu'un vient à votre secrétariat, on dit, la personne vient plusieurs fois, et puis après, la secrétaire qui nous demande d'appeler telle personne dit, ah, je n'ai pas son numéro. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la réaction qu'il faut. Il faut nécessairement que vous ayez cette donnée. Parce que quand vous avez besoin de quelqu'un, vous allez prendre le numéro de M. Adé Chopin après. Parce que si vous devez aménager ma cuisine, parce que je l'ai connu, et il est leader dans son domaine, et la première je lui dis, fais-moi un devis. Fais-moi un devis. Et lui, s'il y a des trucs à construire, il peut dire, mais je suis avec l'envie. C'est ça qui crée la richesse. Je crois que c'est bon. Merci beaucoup, PDG. Nous allons à présent nous tourner vers l'invité junior, qui n'est pas aussi junior que ça. Hein. C'est un junior avec les 32 dents déjà. Alors, M. Mohamed Adé Chopin, vous, votre cas, vous avez été aussi, vous avez créé votre entreprise tout jeune déjà. Alors, dites-nous, comment on fait pour avoir déjà, disons, à la trentaine déjà, une usine qui fonctionne, une usine modèle. Je ne parle pas de scierie parce que c'est différent. C'est vraiment une usine avec les normes internationales. Comment on fait pour en arriver là? Est-ce que les parents sont des milliardaires ou est-ce que vous avez utilisé d'abord l'argent, c'est-à-dire le capital de base pour créer tout ça? Merci beaucoup, Yves.
Merci beaucoup de m'avoir donné la parole, de m'exprimer sur l'émission. Déjà d'abord, moi, je vais dire, cuisinage, c'est pas une société qui a été créée, si je peux me permettre, on vient de faire 4 ans. Mais ce n'est pas une société qui a fait 4 ans réellement. Cuisina déjà, c'est une société qui était dans l'imagination depuis 2011. Depuis 2011. Parce que je ne sais pas politiquement, voilà, parce que moi, j'ai fait le lycée, j'ai fait la menuiserie, après mon diplôme technique d'industrie. Moi, je n'avais même pas le bois. En fait, pour moi, c'était juste faire plaisir aux parents. Et je me disais, dès que j'allais finir mon été, j'allais faire autre chose. Après mon diplôme, c'est là que je me suis inscrit dans 2 écoles. Il y a une école en Allemagne, il y a une école en Chine. Je me suis inscrit dans ces écoles, mais j'attendais juste la réponse d'une école. Subitement, j'ai eu l'aval d'une école de la Chine qui m'a accepté déjà que je vienne. C'est de là, moi, j'ai rempli l'informatique. Pour moi, je voulais aller en Europe. Je voulais aller en Allemagne pour faire autre chose. Ce n'était pas dans le domaine du bois. Au départ. Donc, quand l'école de la Chine m'a accordé, immédiatement j'ai dit qu'est-ce que j'attends. Ma maman a dit qu'est-ce que tu attends, tu vas directement ou bien tu attends. Je dis non, je n'attends pas. Moi je suis comme ça. Quand j'ai 2 choses, la première chose qui vient en même temps, moi je m'accroche. C'est comme ça je suis. Donc j'ai dit non, je m'accroche à celui de la Chine, j'ai rempli les formalités et tout. Je suis parti à titre payant. Je n'ai pas eu la bourse de l'État, pas du tout. Je n'ai pas eu cette chance moi. Après, j'ai commencé la langue. Quand j'ai commencé la langue, j'ai cherché autre école qui est spécialisée dans le domaine du bois. Parce que quand je suis venu en Chine, j'ai fait 2 ans de langue. J'ai vu un peu, en 2 ans, j'ai vu un peu ce qui se passait et tout. Mais là, je me suis dit non, il faut que je me ressaisisse. Je ne veux pas changer, je ne veux pas aller dans autre chose. Je veux faire le bois. Donc c'est là, je me suis dit non, il faut que je cherche une grande école. Je ne veux pas faire de petites écoles et tout. J'ai cherché une grande école grâce à mon tuteur qui vit là-bas depuis près de 30 ans. Oui, donc c'est un Béninois. Donc c'est lui qui m'a... On a cherché ensemble et on a vu une école, ça fait partie des 5 grandes écoles d'ingénierie en bois. C'est de là, parce que dans l'école, il n'y avait pas d'étrangers noirs. Il n'y en avait pas. Donc quand ils m'ont vu en même temps, ils m'ont dit, tu as fait le bois? Je dis oui. J'avais fait attester mes diplômes ici, en langue chinoise et tout, la traduction et tout, je les ai remis. Subitement, eux, l'école, ce qui les a vraiment motivés, c'est que quelqu'un qui quitte à des kilomètres vient faire le domaine du bois, alors que c'était uniquement que les Chinois qui faisaient. Il n'y avait pas de blanc, non, personne. Donc c'est de là qu'ils m'ont réussi à bras ouverts. Ils m'ont dit non, viens, tu viens. Et puis voilà, c'est là que j'ai commencé. C'est là que j'ai commencé en 2010. J'ai commencé la licence en 2010. Donc c'est depuis ce jour que j'ai commencé par agir. J'ai dit non, avec ce que j'ai fait ma première année de licence. J'ai changé d'idée directement. Je me suis dit non, il faut que je m'y mette et je travaille dur pour revenir au pays. Pour moi, aller à l'extérieur, rester là-bas, vivre là-bas, ça n'a jamais été moi mon projet. Parce que moi, j'ai un papa qui est vraiment pas d'accord. Mon papa, il me dit toujours, tu vas là-bas, c'est parce que tu dois rester, tu reviens au pays. Mon papa, c'est un vrai panafricain. Il aime tout ce qui va avec l'Afrique.
Donc, au jour le jour, c'est lui qui me coachait. Non, tu dois revenir, tu sais, essayer d'apprendre quelque chose. Voilà, et tout. Donc, quand j'étais en licence, j'ai travaillé. J'ai travaillé dans une des plus grandes sociétés françaises, là-bas. C'est de là que j'ai commencé par économiser. C'est là que j'ai commencé par économiser. Et la deuxième chose, j'avais une société qui faisait tout ce qui est... comment je vais dire, qui aidait beaucoup les Africains, si, par exemple, parce qu'en Chine, beaucoup quittent l'Afrique, venaient acheter des meubles. Là-bas. Oui, il y en a trop. Malgré qu'on dit qu'on a du bois en Afrique, il n'y a pas encore cette famille qui dira qu'il n'a pas un meuble chinois chez lui à la main. Il n'y en a pas. Alors qu'on dit que la Chine n'a pas du bois. Mais nous, on va toujours en acheter les meubles là-bas. Ce qui veut dire qu'il y a un problème. Si tu n'es pas dans le domaine, tu ne sauras jamais ce problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai créé une société là-bas qui se charge d'aider les Africains. J'ai beaucoup travaillé avec des Gabonais, des Équato-Guinéens, j'ai travaillé avec des Congolais, j'ai travaillé peu avec les Béninois. Parce que ceux-là, quand ils viennent, déjà moi je suis dans le domaine, je suis du domaine. Et quand on vient, directement, on me contacte. Parce que j'avais franchement d'affluence là-bas et on disait non, ce monsieur connaît très bien le domaine du bois, il peut t'amener dans de bonnes usines où tu vas acheter des choses. Et moi, quand je travaillais, quand j'avais mon agence là-bas et tout, je facturais l'heure à $200. Parce que je connaissais mon métier. Et le peu de personnes qui ont travaillé. Ça fait combien de temps? Ça fait près de 120 quelques minutes. L'heure. Parce que déjà, je travaillais déjà dans une société française et j'avais déjà mon agence. J'avais ma petite société à côté. Et de toi, j'avais une boutique à Cotonou. Donc, ce qui veut dire que j'accumulais 4 choses. Je partais au boulot, je travaillais, j'avais mon agence, j'avais ma boutique à Cotonou. 5 choses, parce qu'il y a aussi l'étude à côté. Il y a aussi l'étude à côté. Donc, je m'en sortais en moyenne par mois avec plus de 5 millions. Waouh! Oui. 5 millions par mois. Je m'en sortais en moyenne. Étant étudiant, ça peut s'applaudir quand même. Je m'en sortais avec plus de 5 millions par mois. Et j'avais toujours gardé l'idée en tête que je dois revenir chez moi. Donc, même en Chine, mon compte en banque, tu ne verras jamais de l'argent dedans. Parce que quand le mois tombe et quand je prends tout mon argent est rapatrié au Bénin directement. Ça ne fait même pas une semaine. Ça peut me coûter, le transfert peut me coûter une somme, je m'en fous. Mais en même temps, mon argent quitte directement là, ça rentre au pays. Parce que moi, j'avais déjà cette vision. Donc, je ne m'amusais pas du tout. J'avais mon argent, donc du coup, je cotisais, j'avais déjà l'idée. Donc, cuisiner était sur papier. Chaque fois, j'avais mes progrès sur papier. En 2012, 13, 14, j'étais comme ça et je venais au Bénin 3 fois dans l'année. Malgré que je travaillais, je demandais plus de permission. Je venais 3 fois dans l'année au Bénin. Et quand je venais, je faisais la prospection. Moi, mes vacances, ce n'était pas venir faire la Java, non. Je faisais 1 mois, mais franchement, je faisais de la prospection au Bénin. Jusqu'en 2015. Après 2015, 2016, 2015, j'ai commencé mon master. C'est là que je me suis dit non, maintenant, qu'est-ce que l'étape suivante, c'est quoi? L'étape suivante, c'est de commencer par importer quelque chose et de voir la tendance. C'est de là que je travaille, j'ai été débauché d'une société à une autre société. C'est de là que j'ai discuté avec la société. Je dis bon, comme nous sommes une société, on fait les meubles de cuisine. Moi, je peux acheter les meubles de cuisine chez vous et je vais les vendre en Afrique. En tant qu'employé ici, je travaille toujours. Donc sur le net, je postais les meubles de cuisine modèles sur le net et puis beaucoup de personnes voyaient ça, mais combien c'est après. Donc je les disais non, avec quel prix tu peux l'avoir, avec quel prix tu peux l'avoir. Donc moi, ça m'amusait en fait de donner des prix aux gens. Mais subitement, j'ai vu que ça prenait, parce que j'ai un de mes hommes qui a vu mon post Facebook, qui m'a contacté, il dit tiens,
viens, est-ce que tu as quelqu'un qui peut prendre les mesures chez moi? Parce que toi, tu es en Chine, je lui dis non, j'ai 2 amis menuisiers, je vais les appeler et je vais coordonner les choses. En une semaine, ils sont partis chez l'homme, ils ont pris les mesures, ils m'ont écrit sur WhatsApp, voilà, ils m'ont fait la photo, les vidéos et tout, voilà, ça fait tel. Donc, du coup, moi, j'ai imaginé quelque chose, j'ai fait une conception, j'ai envoyé ça à l'homme. Il a dit, bon, je sais que tu es dans le domaine, bon, je ne vais pas valider ce qui est bon, c'est bon. J'ai dit, ça fait tel prix. Il dit, ah bon, ok. Comment faire? Je dis, non, tu m'envoies l'argent, voilà, et je ne prépare la commande pour toi, je viens au pays et tout. Donc, il a acheté et tout, j'ai renvoyé sur Cotonou. Il dit, ma cuisine est venue, mais j'attends que toi pour faire le montage. Je dis, il n'y a pas de souci, je viendrai dans tel mois au Bénin, je t'attends. C'est de là, je suis rentré, je l'ai monté la première cuisine. Et c'est de là qu'il est parti. Quand c'est quelqu'un, il a tellement d'amis, quand ils sont venus chez lui, donc, quand tu as une cuisine moderne, une cuisine, c'est un luxe. Tu te dis, bon voilà, c'est ma cuisine, tu peux montrer ça. Avoir une cuisine moderne, c'est comme telle voiture. Il a montré à des amis, non, c'est mon neveu qui m'a fait ça. Et c'est de là, ses amis ne commencent pas à m'appeler, les gens ne commencent pas à m'appeler, non. Bon, nous, ça combien? Fais-nous la conception et tout. Et du coup, la société, en un an, j'ai pu acheter près de 70 cuisines chez eux. Ils ont dit, tiens, mais en Afrique, ça marche comme ça. Je dis oui, ça marche. Et de là, ça m'a donné l'idée en même temps. En même temps, moi, j'avais mon idée derrière et je voyais la vision des choses et tout. C'est là que j'ai eu mon master. Un beau jour, j'ai vu mon patron, parce que c'est un Français chinois, j'ai vu mon patron, je lui ai dit, bon, tu sais, je vais rentrer au Bénin. Il me dit, mais comment, mais tu es bien, mais non, mais avec tes affaires, tu peux aussi acheter, vendre et tout. Je dis oui, mais bon, moi je suis ingénieur, je ne suis pas un commercial. Si je rentre dans le chemin dont tu dis, je deviendrai un commercial et je ne pourrais pas utiliser ma compétence à 100% pour être vraiment... Moi, je suis un homme de terrain. Il m'a dit, ben, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, non, t'inquiète pas, je te reviens dans 2 ans. Et de là, en une semaine, j'ai fait ma lettre de démission, j'ai pris mes petites éclats, je suis rentré. Tu sais pourquoi? Parce que j'avais déjà une somme consistante là-bas. Au Bénin. J'avais déjà une somme assez consistante. Qui est même quand on dit, quand on voit ce compte, on me voit, on me dit non, je ne peux pas avoir cette somme. J'avais cette, et c'est ça qui me donnait la confiance. Dévoilez tout le secret, non? Donc, c'est de là que je suis rentré, j'ai dit ben, j'ai vu mon papa, je lui ai dit bon, tiens, je suis rentré, voilà ce que l'objectif est en train d'être acquis. C'est de là, mon papa m'a dit, bon, l'étape suivante c'est quoi? Je lui ai dit l'étape suivante, c'est de créer ma société. Et c'est de là, en 2019, j'ai créé Cuisina comme ça. J'ai créé Cuisina comme ça. Mais déjà, avec l'évolution de Cuisina, tel que vous l'avez décrit tout à l'heure, on sent qu'il y a un travail qui avait été fait avant 2019, effectivement. Parce qu'aujourd'hui, Cuisina, les meubles de Cuisina sont prisés par tout le monde, c'est commandé par-ci, par-là. Les Béninois adoptent quand même ce style de cuisine sur mesure et idéal pour une maison. Et je dirais que pratiquement vous supprimez les immeubles, n'est-ce pas? Alors, donc c'est comme ça que Cuisina a été installé. Oui, c'est comme ça que Cuisina a été installé. Et Cuisina n'a pas d'associé, non, pas du tout. Parce que les débuts c'était tellement difficile. Moi j'étais rentré au Bénin, j'avais l'idée d'un Chinois en tête, parce qu'en Chine c'est quoi? Quand tu as un projet comme ça, tu dois appeler des gens, des associés, parce que tu ne prendras pas le risque seul. Mais en 2019, je suis rentré, je parlais déjà du projet aux gens, mais les gens me disaient, mais qui pourra acheter une cuisine à 3 millions de millions? Jamais. Qui pourra acheter une cuisine à 4 millions de millions? Jamais. Donc, chaque fois quand je partais vers les gens, je disais, j'ai un projet, viens, qu'est-ce que tu as? Et tout, voilà. Les gens, bon,
la plupart voyaient comme si, bon, tu viendrais les anarquer, voilà, c'est un projet, franchement, non. Les gens voyaient ça trop, Comme acheter une cuisine à 3 millions, c'est trop cher. Je dis, ben, c'est pas cher. Donc, c'est de là, je disais, bon, vous ne comprenez pas, laissez. Et c'est de là, moi-même, avec mes fonds propres, j'ai construit mon usine, j'ai ramené des machines industrielles très équipées de la dernière génération. Voilà, j'ai tout fait moi seul. J'ai pas l'aide de l'État, rien, personne. Parce qu'il faut être vraiment fort dans la tête. Il faut avoir cette vision. C'est de là que j'ai démarré. Aujourd'hui, on vend même une cuisine à 17 millions au Bénin. Wow. On vend une cuisine à 15 millions. On vend une cuisine à 10 millions au Bénin. Et les gens achètent ça. Les gens, ils en achètent. Ça peut s'applaudir sur le terrain. Les gens, ils en achètent, oui. Il y a des gens qui ont réellement, il y a deux personnalités. Il y a des gens qui connaissent. Ils connaissent que ce truc, c'est la qualité que l'usine a fait. Nous sommes la première société qui fait les meubles de cuisine ultra modernes au Bénin. Et au jour le jour, parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime tellement l'innovation. Je suis dans le domaine, ça fait il y a plus de 10 ans. Et donc, parfois, il y a d'autres, quand ils viennent chez nous, dans notre showroom, ils se disent, mais vous êtes sûr que tout ça est fait ici? Je dis oui, je peux vous faire visiter notre usine. Quand ils viennent, ils disent waouh, cette machine. Même il y a certaines menuisiers qui n'ont jamais vu ce type de machine dans leur vie. Oui, même des professeurs qui ont fait 20 ans dans le bois. D'autres sont curieux de venir quand ils viennent, ils disent mais patron, on n'a jamais vu ça. Ce qui veut dire quoi? L'idée, déjà, quand vous avez une idée d'entrepreneuriat, un projet, un produit ou un service, il faut toujours viser plus haut. Regardez ce qui se fait. Moi, j'ai regardé ce que les autres font, APC, les autres et tout. Voilà, j'ai regardé tout. J'ai eu la chance d'avoir une idée de ce que ceux-là font. Je me suis dit non, je ne reviendrai pas faire la même chose que ceux-là. Non, je veux les surpasser. Il faut éviter le copier-coller déjà. Le copier-coller, non. Je veux les surpasser. Et aujourd'hui, quand on parle des cuisines aujourd'hui, cuisine à faire que beaucoup de personnes, quand ils construisent leur maison, directement, ils pensent à nous. Ils pensent aux meubles. Personne ne fait plus les meubles, les cuisines avec du ciment ou les cuisines avec du bois massif et tout. Non, je dis en tant qu'ingénieur en bois, ce n'est pas quelque chose qui est conseillé. Déjà d'abord. Alors, merci beaucoup, monsieur le DG de Cuisina. Alors, le thème du jour, disons, c'est entreprises, les entreprises qui réussissent bien sûr le mieux, les 5 facteurs clés et les pièges à éviter. Je suppose que déjà, nous sommes déjà à un niveau où on sait déjà que le PDG Ali Kambi a déjà réussi, vous-même vous avez déjà réussi dans votre domaine. Donc nous sommes en train de réussir. Bon, déjà, point de vue, c'est déjà important de le préciser, de notifier, de certifier la réussite déjà, parce que déjà une usine ultra moderne au Bénin, franchement, c'est déjà une réussite pour une trentaine. Et là, nous allons peut-être, avec M. Ali Kambi, on lui redonne encore la parole. Et nous allons commencer par décortiquer un peu le thème, les 5 facteurs, et clé en main. D'accord, déjà. D'accord. Avant de venir à ces facteurs, je tenais quand même à féliciter M. Adé Choka pour ce qu'il fait. Moi, j'aime les jeunes qui font ça. Et je voudrais faire un commentaire très important et qui me tient beaucoup à cœur. Moi, mon travail depuis plus de 15 ans, quand je voyage, c'est la mobilisation des jeunes qui retournent au pays. Et ça, je l'en félicite parce que c'est moi mon thème.
précis. Parce que quand vous allez à l'extérieur, vous allez acquérir des connaissances. Et vous revenez au pays pour appliquer cela, pour développer votre pays. Moi, je trouve peut-être très idiot, parce que j'ai le droit de le dire, puisque ici on dit tout ce qu'on pense, d'investir sur son enfant, école primaire, secondaire, et tu lui payes la bourse à l'extérieur, il étudie tout ça, et puis il va travailler encore pour les Européens. C'est quand même pas possible. Alors que vous pouvez venir ici pour développer votre pays. Votre compétence. Moi, je vais prendre un exemple de ma fille, par exemple, à qui j'ai toujours marqué ça. Dès qu'elle a fini aussi en France, elle est revenue au pays. Et puis, vous savez qu'elle a fait beaucoup de choses. Et elle a créé quelque chose qui est devenu un patrimoine béninois. Un label aujourd'hui. Oui, Queen of Soto. Queen of Soto, que vous connaissez tous. Et qui est partout développé et qui s'exporte. Donc, c'est pour vous dire que il y a du potentiel, sur place. Nous, les jeunes béninois, vous êtes capables de beaucoup de choses. Et vous devez tout faire pour revenir au pays, servir. Au début, ce sera dur. Ce n'est pas toujours facile comme Louis l'a dit. Mais partout c'est dur. Et c'est encore pire de travailler à l'extérieur et d'avoir des difficultés. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il vaut mieux être tête de mouche que de l'équipe. Exactement. Il vaut mieux être quelqu'un qu'on reconnaît dans ton pays qu'une personne X chez les Blancs. Une personne X qui n'a pas de valeur. On chosifie à la limite. Oui, parce qu'on donne un numéro et puis c'est fini. Et qu'on méprise. D'abord, nous on a notre peau qui est voyante. Et lorsqu'on vous voit, on fait mine de vous respecter alors qu'on vous méprise. Alors qu'on vous méprise. Il vaut mieux revenir chez soi et développer ce que vous avez fait à l'extérieur. Donc, moi, je pense que une des valeurs d'un chef d'entreprise au Bénin, c'est d'abord l'amour de la patrie. L'amour de la patrie. Aimer son pays, c'est vraiment important pour quelqu'un qui réussit.